Maya, que t'avais-je donc dit à propos de cette place? La femme blanche fendit la cafétéria à toute allure. Le claquement de ses talons sur le carrelage sonnait comme des coups de feu. Madame Whitmar, je vous prie de m'excuser, je suis navré. Vous croyez que des excuses suffisent? La femme saisit le bras de l'adolescente et le tordit avec une violence inouïe. Ces tables sont destinées aux vraies familles, celles qui paient leur dû, pas à des parasites comme vous. D'un geste brusque, elle arracha la jeune fille de 12 ans de son siège. Le plateau repas s'écrasa au sol dans un fracas, éclaboussant de la nourriture dans toutes les directions. Des éclats de rire fusèrent depuis les tables voisines. « S'il vous plaît, mon père paie la même chose. »« Ton père ?» La femme la projeta brutalement dans un coin. « Ton père n'est sûrement qu'un profiteur qui a menti pour ton inscription. Va rejoindre les autres recrues de la diversité avant que je te fasse renvoyer d'ici. » Un homme se dessina sur le seuil. Un sac à papier brun pendait de ses doigts inertes. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il observa sa fille se diriger en titubant vers un recoin sombre, la tête basse, les épaules secouées de tremblements. « Avez-vous déjà fait la terrible découverte que votre enfant vivait un cauchemar absolu à votre totale insu ?» 6 heures plus tôt, Jonathan se trouvait à son bureau de Washington. Des montagnes de papiers submergeaient son espace de travail. Rapports budgétaires, propositions de réforme, dossiers d'enquête. La plaque de cuivre sur sa porte indiquait sobrement « Secrétaire à l'éducation, département de l'éducation des États-Unis ». 3 mois qu'il occupait ce poste. 3 mois de journée de 14 heures. 3 mois passés à tenter de réformer de l'intérieur un système profondément défaillant. Son téléphone vibra. Une notification apparut. Anniversaire de Maya. Elle a 12 ans aujourd'hui. Jonathan s'adossa à son fauteuil en cuir. Quand sa fille avait-elle eu 12 ans? Quand avait-il partagé un petit déjeuner avec elle pour la dernière fois? La semaine passée? Ou peut-être il y a 2 semaines? Il fit défiler leurs messages. Les textos de Maya étaient invariablement les mêmes, courts, enjoués. « L'école se passe à merveille, papa. Ne te fais pas de soucis pour moi. Concentre-toi sur ton travail. » Son assistant frappa à la porte. « Monsieur, la conférence téléphonique avec le gouverneur débute dans 5 minutes. » Jonathan restait les yeux fixés sur le rappel de son téléphone. Le visage souriant de Maya ornait son écran de verrouillage. La photo avait été prise l'année précédente. C'était sa première journée à la Pemberton Academy. Elle arborait fièrement son uniforme neuf. La fierté illuminait son regard. Il avait choisi Pemberton avec le plus grand choix. C'était la meilleure école privée de l'État, coûtant 45 000 $ par an. L'établissement semblait valoir chaque centime, au vu de l'environnement inclusif et avant-gardiste qu'il promettait. Leurs brochures dépeignaient des élèves de toutes origines, riant et s'épanouissant côte à côte. Maya méritait cela plus que tout. Après le décès de sa mère 3 ans plus tôt, Maya méritait ce que le monde pouvait offrir de meilleur. « Annulez l'appel », lança soudainement Jonathan. Son assistante cligna des yeux. « Monsieur ? Annulez et reportez à demain. » Il enfila son manteau. Le trajet de Washington à Pemberton dura 2 heures. Jonathan passa les premières minutes au téléphone, absorbé par des discussions politiques et des négociations budgétaires, le chaos ordinaire de sa fonction. Puis il éteignit son téléphone, abaissa les vitres et laissa l'air printanier envahir l'habitacle. Il se remémora la voix de Maya lors de leur appel de la veille. Elle lui avait semblé lasse, distante. Quand il lui avait demandé si tout allait bien, elle avait répondu par l'affirmative, comme toujours. Mais un détail dans sa voix l'avait fait hésiter. Une brève hésitation, un souffle retenu. Il n'avait pas insisté, se disant qu'elle était simplement épuisée par les cours et l'adaptation à son nouvel environnement. Cette hésitation le rongeait à présent. Jonathan fit une halte dans une épicerie près de l'école, un lieu qu'il fréquentait assidûment, lui et Maya, avant le décès de sa mère. C'était leur heure. Il commanda 2 sandwichs, dont un au fromage avec un supplément de cornichons, le favori de Maya. La femme derrière le comptoir lui sourit. « Ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu ?»« Le travail, » répondit Jonathan, « trop de travail. »« Elle sera si heureuse de vous voir. »« Vraiment ? Il avait été si peu présent dernièrement, si absorbé par sa mission de réformer l'éducation à l'échelle du pays, si focalisé sur l'aide à apporter à des millions d'enfants qu'il ne connaissait même pas. Il avait négligé d'être là pour l'enfant qui comptait plus que tout à ses yeux. Jonathan se gara sur le parking des visiteurs de la Pemberton Academy. Le bâtiment se dressait devant lui, véritable monument à la richesse, avec ses colonnes de pierre, ses pelouses impeccables et sa fontaine dans la cour centrale. Il se rendit à l'accueil et présenta une pièce d'identité, non pas ses papiers officiels, mais son simple permis de conduire. Jonathan, le père de Maya, un parent ordinaire. La secrétaire daigna à peine lever le regard. « Veuillez signer ici, bas visiteur. Vous savez où est la cafétéria ?»« Oui, merci. »
Elle lui tendit un badge autocollant jaune standard sur lequel on pouvait lire en gras « Visiteur ». Jonathan traversa les couloirs au sol de marbre et aux boiseries sombres. Les murs étaient ornés de portraits d'illustres anciens élèves. Uniquement des visages blancs, des siècles de privilèges qui le dévisageaient. Il écarta cette pensée. C'était une excellente école. Ils avaient accepté Maya. Ils lui avaient promis une chance, l'égalité, l'excellence. Les portes de la cafétéria apparurent au loin. Des rires et des conversations flottaient dans l'air. Une ambiance qui semblait normale, joyeuse et paisible. Jonathan sourit. Il allait faire une surprise à Maya. Ils déjeuneraient ensemble. Peut-être l'emmènerait-il même dîner plus tard pour passer l'après-midi à ses côtés, rattraper le temps. Il ajusta le sac en papier dans sa main, poussa la porte et vit l'horreur. Une femme blanche agrippant le bras de sa fille. Il la vit trébucher. Il vit le lait se répandre sur le sol. Il entendit les mots « bourse de pacotille »,« quota de diversité ». Le sac lui glissa des mains et tomba au sol dans un bruit sourd que personne d'autre n'entendit, car tous les regards étaient tournés vers Maya, assistant à son humiliation. Certains riaient, d'autres filmaient avec leur téléphone, d'autres encore restaient immobiles, silencieux, complices. Jonathan était pétrifié, incapable de parler, incapable même de comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. C'était l'école qu'il avait choisie, l'école en laquelle il avait placé sa confiance, l'école pour laquelle il payait 45 000 $ par an pour garantir la sécurité de sa fille. Jonathan demeurait paralysé. Son esprit luttait pour concilier ce qu'il voyait avec le lieu où il se trouvait. Cela ne pouvait pas être l'Académie Pemberton, l'école de ses brochures sur papier glacé, de ses prix de diversité fièrement affichés sur son site web, des témoignages élogieux de familles enchantées. C'était surréaliste. Maya se releva, son uniforme souillé de lait. La femme blanche la dominait de toute sa hauteur, les bras croisés, le visage tordu par le dégoût. « Nettoie-moi ça tout de suite. »« Oui, Madame Whitmore. » Maya s'agenouilla et commença à ramasser les débris de son plateau repas, ses mains tremblantes. D'autres élèves passaient devant elle, l'enjebissant. Certains riaient. L'un d'eux envoyait un morceau de pain plus loin, d'un coup de pied. Jonathan fit un pas en avant, puis se ravisa. Attends, observe, comprends la situation. Il se décala sur le côté, se dissimulant derrière un pilier, sortit son téléphone et commença à filmer. La configuration de la cafétéria se révéla alors à lui comme un rideau se levant sur une scène. Des tables centrales, de grands fauteuils confortables baignés par la lumière des hautes fenêtres. Une quarantaine d'étudiants y étaient installés, riant, mangeant, détendus. Chacun d'eux était blanc. Dans un coin reculé, près de l'entrée des cuisines, des poubelles et de la porte du quai de chargement, se trouvaient des bancs de bois à peine égrossis, des néons qui bourdonnaient et cliquotaient. 7 étudiants, tous noirs ou hispaniques, étaient là, la tête baissée, mangeant à la hâte, s'efforçant de se faire invisibles. Un mur invisible scindait la pièce en deux, non pas physique, mais terriblement réel. Jonathan sentit sa poitrine se comprimer. Comment avait-il pu être si ignorant? Comment n'avait-il rien vu? Maya finit de nettoyer. Elle porta son déjeuner ruiné vers le coin, vers l'ombre. Un groupe de jeunes filles blanches se leva à son passage. Celle qui menait le groupe croisa les bras. C'était Brittany Whitmore. Il la reconnut, la petite fille de Patricia Whitmore, qu'il avait rencontrée lors d'une réunion pour les parents. « Fais attention où tu mets les pieds, la boursière. »« Désolé, mais tu ferais mieux de te souvenir de ta place. » Brittany bouscula Maya d'un coup d'épaule. « C'est ma grand-mère qui dirige cette cafétéria. Elle dit que vous devriez manger dehors, près des poubelles. » Des rires parcoururent les tables voisines. Les téléphones sortirent. Ils se mirent à filmer. C'était un spectacle. Maya garda la tête baissée, les contourna et s'assit seule au bout d'un banc. Même les autres élèves de couleur maintenaient leur distance, comme si son humiliation était une maladie contagieuse. Jonathan appuya plus fort sur le bouton d'enregistrement. De son autre main, il serrait le pilier, ses jointures blanchies par la pression. Une jeune enseignante passa devant Maya, une femme latina d'une vingtaine d'années. Elle jeta un regard au visage de Maya, inondé de larmes. Ses yeux trahissaient une émotion, de la compassion, peut-être de la culpabilité. Elle poursuivit son chemin. Un autre professeur, plus âgé, un homme blanc aux cheveux gris, se tenait à 3 mètres de l'endroit où Brittany absculait Maya. Il avait tout vu, il n'avait rien fait. À présent, il discutait avec d'autres professeurs, riant à une plaisanterie. Le système fonctionnait à la perfection. Patricia Whitmore sortit des cuisines. Elle inspecta son domaine, tel un général passant ses troupes en revue. Son regard balaya les tables centrales.
Elle hocha la tête, satisfaite, puis son regard se posa sur le coin. Elle s'y dirigea d'un pas déterminé, ses chaussures confortables claquant avec assurance sur le sol. « Maya !» Maya sursauta et leva les yeux. « Oui, madame. As-tu encore essayé de t'asseoir à une table de choix ? Je pensais juste que, peut-être que vous vous trompiez. » Patricia attrapa le menton de la jeune fille, la forçant à la regarder. « Combien de devrais-je te le répéter ? Ces tables sont pour les familles qui contribuent, les vraies familles, pas pour les cas de discrimination positive. Mon père paye les mêmes frais de scolarité que... » La gifle résonna dans la cafétéria. Pas assez fort pour laisser une marque, mais assez pour piquer, assez pour choquer, assez pour asseoir sa domination. Les conversations cessèrent. Les élèves se retournèrent pour observer la scène. Patricia se pencha vers le visage de Maya. « N'ose même plus me répondre. Votre espèce est admise ici par quota, par pitié. Tu veux t'asseoir aux bonnes tables, dis à ton père de faire don d'un nouveau bâtiment. En attendant, tu manges là où je te dis de manger. » La lèvre inférieure de Maya se mit à trembler. Elle la mordit, retenant avec difficulté ses larmes, luttant pour conserver le peu de dignité qui lui restait. La vision de Jonathan se brouilla. Une rage rouge commençait à envahir son champ de vision. Sa fille, sa petite fille, subissant les abus de cette femme. Il fit un pas, puis s'arrêta de nouveau. « Non, enregistre tout. Assure-toi qu'il n'y ait aucun doute, aucune possibilité pour eux de nier. Aucune échappatoire pour qu'ils se justifient. » Un jeune latino d'environ 13 ans leva la main à une table voisine. « Madame Whitmore, puis-je avoir de l'eau ?» Patricia ne le regarda pas. « Tu as eu ta portion durant ton créneau. Assieds-toi. »« Mais j'ai vraiment soif. J'ai entraînement de foot après. » J'ai dit « assieds ». Voix de Patricia claqua comme un fouet. « Vous, les élèves de la diversité, avez droit à une seule bouteille d'eau. Si ça ne suffit pas, apportez votre propre bouteille. » Le garçon baissa la main et se rassit, vaincu. Jonathan vit un étudiant blanc se lever, aller à la fontaine, remplir sa bouteille et revenir. Personne ne lui adressa la parole. 2 minutes plus tard, un autre étudiant blanc fit de même, puis un troisième. Ce n'étaient pas des règles, ce sont des armes, appliquées sélectivement, conçues pour rappeler à certains élèves qu'ils n'étaient pas à leur place. Une jeune noire d'environ 14 ans se leva avec son plateau vide et se dirigea vers les poubelles près des tables centrales, le chemin le plus direct. Patricia se dressa devant elle comme une sentinelle. « Où crois-tu aller ?»« Jeter mes déchets, madame. »« Pas par ici. Les élèves boursiers utilisent les poubelles près de la porte de service. »« Mais c'est tout au fond ?»« Ai-je bégayé ?» demanda Patricia en pointant du doigt. « La porte de service. Tout de suite, avant que je ne te signale pour insubordination. » La jeune fille fit demi-tour, emprunta le long chemin, passant devant les cuisines, puis le quai de chargement, pour jeter ses déchets dans une poubelle située à une 50aine de mètres de son point de départ. Le minuteur du téléphone de Jonathan indiquait 12 minutes d'enregistrement, 12 minutes de discrimination systématique, délibérée et cruelle. Et Maya fait cela tous les jours. Depuis combien de temps? Combien de mois? Elle a commencé à Pemberton en septembre, ils étaient en avril, 7 mois après. 7 mois de déjeuner dans un coin, à se faire bousculer, gifler, à se faire rappeler qu'elle n'était pas à sa place. 7 mois à rentrer à la maison et à dire « L'école va bien, papa ». 7 mois à la protéger de la vérité. Sa petite fille, sa courageuse et merveilleuse petite fille, portant ce bardeau seule, parce qu'elle ne voulait pas l'accabler, ne voulait pas le distraire de son travail si important. Quel genre de père était-il? Patricia Whitmore revint dans le centre de la cafétéria. Elle frappa sèchement 2 fois dans ses mains, d'un ton autoritaire. « Votre attention, s'il vous plaît. » Les élèves se turent, les regards tournés vers elle. Je tiens à vous rappeler les standards de la cafétéria de l'Académie Pemberton. C'est un lieu fondé sur l'excellence, bâti par des familles qui chérissent la qualité et la tradition. Elle désigna les tables du centre. Ces familles ont investi des millions pour faire de cette école ce qu'elle est. Ils méritent un traitement préférentiel. Elle se tourna et pointa le coin où se trouvaient Maya et les autres élèves de couleur. Ces étudiants sont ici parce que le gouvernement nous contraint à remplir des quotas de diversité, parce que nous devons cocher des cases pour conserver nos subventions. Mais ne vous y mettez pas, il existe une hiérarchie, il y a un ordre et chacun doit le respecter. Quelques parents assis aux tables des volontaires hochèrent la tête en signe d'approbation. Une femme applaudit même. Le regard de Patricia se posa de nouveau sur Maya. Certaines personnes ne comprennent pas leur place. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent s'asseoir où elles veulent, agir comme si elles étaient les égales des élèves dont les familles ont vraiment construit cet endroit.
Mais elles ne sont pas égales, n'est-ce pas, Maya? Maya fixait ses genoux, silencieuse. Je t'ai posé une question. Es-tu une égale des élèves de Pemberton? Non, madame. Les mots sortirent, à peine audibles. Plus fort, pour que tout le monde entende. Non, madame. Des larmes tombèrent sur la jupe de Maya. C'est exact. Tu ne l'es pas et tu ne le seras jamais. Patricia se redressa, affichant un sourire satisfait de sa leçon. Elle fit volte-face et retourna vers les cuisines. Les mains de Jonathan tremblaient. Le téléphone faillit lui glisser des doigts. La destruction de sa fille, morceau par morceau. Assez. Assez de preuves, assez d'observations, assez de retenue. Il sortit de derrière le pilier, rangea son téléphone dans sa poche de veste, tout en laissant l'enregistrement audio tourner. Il traversa la cafétéria. Ses pas semblaient résonner de manière assourdissante. Les étudiants se retournèrent, les conversations s'éteignirent. Quelque chose dans son expression mettait les gens mal à l'aise. Il s'approcha de la table de Maya et posa délicatement sa main sur son épaule. Elle leva la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. « Papa !» Son visage se métamorphosa. Le soulagement laissa place à la terreur. Heureuse de le voir, mais terrifiée par ce que sa présence impliquait. « Salut, ma bébé !» Sa voix était calme et posée. « Je t'ai apporté ton déjeuner. » Patricia le remarqua, fit demi-tour et revint vers eux, son expression passant de la surprise à l'agacement. « Et vous, qui êtes-vous » Jonathan la regarda, la fixant intensément. Il mémorisa son visage, cette femme qui avait fait du mal à son enfant. Cette femme allait bientôt découvrir le véritable sens de la justice. « Je suis le père de Maya, et nous avons à avoir une conversation à propos de ce que vous avez fait à ma fille. » Patricia plissa les yeux. Elle toisa Jonathan de haut en bas, puis le rejeta d'un simple regard. « Votre fille enfreint régulièrement le règlement de la cafétéria. Elle refuse de suivre des instructions simples concernant son placement. »« Le placement ?» demanda Jonathan d'un ton neutre. « Vous voulez dire la ségrégation ?» Des murmures indignés parcoururent les tables. Le mot flottait dans l'air comme une fumée toxique. Le visage de Patricia vira de pourpre. « Comment osez-vous ? Il s'agit de tenir l'ordre, de respecter les familles qui financent cet établissement. Votre fille est assise à la place qui lui est assignée. C'est la règle. Ma fille n'est pas boursière. Je paye l'intégralité des frais de scolarité, soit 45 000 $. J'ai vérifié tous les dossiers de cette cafétéria, rétorqua Patricia en croisant les bras. Maya est une admission diversité, acceptée via l'initiative d'équité, ce qui signifie qu'elle est boursière. L'admission pour diversité n'équivaut pas à une bourse. Elle a mérité sa place ici et je paye le plein tarif. Patricia eut un rire sec et méprisant. Bien sûr, et je suis censé croire qu'un type qui débarque avec un costume bon marchand et conduit une vieille sédane peut payer 45 000 $. Allons. Maya tira sur la manche de Jonathan. Papa, partons, s'il te plaît. Il lui serra la main. Pas encore, ma chérie. Patricia s'approcha de lui, envahissant son espace personnel. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas quelle histoire vous avez racontée au service d'admission et je m'en fiche. Mais dans ma cafétéria, il y a des règles. Les généreux donateurs sont traités comme des rois. Les gens comme vous se contentent des restes. Ça ne vous plaît pas? La sortie est par là. Les gens comme moi? Jonathan serra les dents. Il n'allait pas aborder la question du racisme. Pas encore. Patricia leva les yeux au ciel. Je parle de revenus, de contributions, des gens qui comptent vraiment pour cette école, par opposition à ceux qui sont là juste pour faire joli sur les brochures. Un homme blanc en costume s'approcha. La cinquantaine, les cheveux grisonnants, c'était le principal, David Anderson. Il le reconnut, de la session d'orientation. « Y a-t-il un problème, Patricia ?» Cet homme perturbe le service, harcèle mon personnel et profère des accusations infondées. Anderson se tourna vers Jonathan, sans même chercher à connaître sa version des faits. Il fronça les sourcils. « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter l'établissement. Je veux savoir pourquoi ma fille est mise à l'écart et maltraitée. Ségrégée !» La voix d'Anderson était pleine de condescendance. « C'est une accusation extrêmement grave. Avez-vous la moindre preuve pour étayer une telle allégation ?» Jonathan tapota la poche de sa veste. « Oui. »« Laissez-moi voir. »« Non, pas maintenant. » répondit Anderson, plus durement. « Alors je crains que vous ne deviez partir immédiatement, avant que je ne fasse escorter votre fille dehors par la sécurité. J'ai le droit de savoir pourquoi ma fille est maltraitée. »« Votre fille n'est pas maltraitée, » rétorqua Anderson, en désignant la cafétéria d'un geste large. « C'est une cafétéria, un environnement sûr et propre. Si vous avez une réclamation à formuler, vous pouvez prendre rendez-vous avec mon bureau.
Mais vous n'avez pas le droit de faire irruption ici et de provoquer un esclandre. » Patricia, enhardie par le soutien d'Anderson, reprit la parole. « Savez-vous combien d'appels je reçois de parents se plaignant que leurs enfants sont assis à côté d'élèves bénéficiant de l'aide sociale? Des dizaines. Ils paient le prix fort pour l'exclusivité. Il faut bien tenir compte des besoins de chacun. Est-il vraiment raisonnable de faire manger des enfants de 12 ans à côté des poubelles? Ce coin-là offre la même nourriture et le même accès à l'éducation que le reste. Si votre fille se sent exclue, c'est son problème personnel, pas celui de l'école. » Maya se mit à pleurer plus fort, ses épaules secouées de sanglots. Les autres élèves la dévisageaient. Certains filmaient. C'était du contenu, du drame, du divertissement. Jonathan s'agenouilla près de sa fille. « Bébé, regarde-moi. On va régler ça. Papa, s'il te plaît, je veux juste rentrer à la maison. » « En réalité, elle ne va nulle part, » lança Patricia d'une voix forte. « C'est l'heure des cours. Les élèves ne peuvent pas partir sans autorisation. » Jonathan se releva. « Je suis son père. Je la ramène. Pas sans remplir un formulaire de sortie anticipée et obtenir l'accord de l'administration. » Patricia sortit son téléphone. « En fait, vu votre comportement agressif, j'appelle la sécurité. » « Comportement agressif ? Je pose des questions sur la discrimination. » « Vous êtes agressif, provocateur. Votre langage corporel est menaçant. » Patricia parla dans son téléphone. « Sécurité à la cafétéria. Nous avons une situation potentiellement dangereuse. »« Dangereux ?» La voix de Jonathan monta pour la première fois. « Je suis simplement en train de parler. » Anderson leva la main. « Monsieur, calmez-vous. Votre ton de plus en plus agressif nous inquiète. »« Mon ton agressif ? Votre personnel pratique la ségrégation sur des enfants et c'est mon ton qui vous inquiète ?» Deux agents de sécurité arrivèrent, grands et blancs. Ils se placèrent de chaque côté de Jonathan. « Monsieur, je vous demande une dernière fois de partir de votre plein gré, » dit Anderson, sa voix devenue froide, professionnelle, rodée. « Si vous refusez, ces messieurs vous escorteront dehors et nous déposerons une plainte pour interdiction d'accès. » Une interdiction d'accès pour avoir demandé pourquoi ma fille est victime de discrimination? Pour avoir perturbé l'ordre public, refusé de suivre le règlement. Pour avoir créé un environnement dangereux, ajouta Patricia. Et compte tenu de votre comportement, nous allons devoir réexaminer l'inscription de Maya. Nous ne pouvons tolérer des parents qui menacent le personnel. Maya s'agrippa au bras de Jonathan. « Papa, non, s'il te plaît, ils vont me renvoyer. S'il te plaît, pars, je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. Ce n'est pas acceptable. Je vais m'en occuper. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. » Le cœur de Jonathan se brisa. Sa propre fille le suppliait de le laisser dans ce cauchemar, de partir pour que cela continue, car elle avait plus peur d'être expulsée que d'être maltraitée. Anderson fit un signe de tête aux agents. « Messieurs, veuillez escorter monsieur hors du campus. » Les gardes s'approchèrent et saisirent les bras de Jonathan avec une force qui lui laisserait des bleus. « Lâchez-moi !»« Ne résistez pas, monsieur. Ce sera plus simple si vous coopérez. » Patricia recula, les bras croisés, un sourire aux lèvres. « Vous auriez dû rester à votre place. Vous auriez dû enseigner à votre fille à connaître la sienne. Mais non, vous autres, vous croyez toujours que les règles ne s'appliquent pas à vous. Vous autres ?» Jonathan cessa de se débattre, laissant les mots flotter. « Répétez ça, lentement. » Le sourire de Patricia s'élargit. « Vous autres, ceux qui entrent grâce au quota, à la diversité forcée, ceux qui ne contribuent pas, qui n'ont pas leur place, qui tirent nos standards vers le bas par leur simple présence. » Les gardes tirèrent Jonathan en arrière, vers la sortie. Les étudiants regardaient. Certains riaient. Brittany Ward était là, avec ses amis, filmant tout le temps. Titre pour TikTok. Le père de la boursière se fait remettre à sa place. Anderson marchait aux côtés des gardes. « Monsieur, vous êtes désormais banni de ce campus. Toute nouvelle tentative d'intrusion entraînera une arrestation immédiate pour violation de propriété. De plus, nous réexaminons le statut d'inscription de Maya. Vu le manque de respect de sa famille au comptard de l'autorité, nous pourrions conclure que cet établissement ne lui convient pas. » Jonathan traînait des pieds. Les gardes tirèrent plus fort. Maya les suivit en pleurant. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. C'est la seule bonne école. Si je suis renvoyé, mon dossier sera ruiné. » Patricia leur cria. « Mais peut-être que vous auriez dû y penser avant que votre père ne vienne ici se comporter comme un voyou. Les actes ont des conséquences, ma chère. Une leçon que tu vas bientôt apprendre. » Ils atteignirent la sortie de la cafétéria. Les gardes poussèrent Jonathan, pas assez fort pour le faire tomber, mais assez pour l'humilier. D'autres parents observaient la scène depuis les tables des bénévoles. Certains semblaient mal à l'aise, mais la plupart paraissaient satisfaits. L'ordre était rétabli. Le fauteur de troubles était évincé.
Problème résolu. Anderson se tenait sur le seuil, empêchant Maya de suivre son père. « Mademoiselle, retournez à votre place. Finissez votre déjeuner. Nous discuterons de vos problèmes de comportement plus tard. » « Mais mon père, votre père n'est plus votre préoccupation. Le règlement de l'école, lui, l'est. Maintenant, allez vous asseoir avant que j'ajoute l'insubordination à la liste de vos problèmes. » Maya regarda Jonathan, son regard implorant de l'aide, un sauvetage, un n'importe quoi. Il ne pouvait rien lui offrir. Pas encore. « Maya, écoute-moi. Rentre, assieds-toi et garde espoir. Tout va changer, je te le promets. »« Comment ? Ils te mettent à la porte. Ils vont me virer. » « Fais-moi confiance, ma belle. Juste 1 heure. Attends encore 1 heure. » Anderson fit rentrer Maya de force et claqua la porte. Le verrou se déclencha. Jonathan se tenait sur le parking. Les gardes l'encadraient à sa voiture. « Vous avez entendu le principal. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ne revenez pas. » Jonathan ouvrit la porte, s'assit et sortit son téléphone. L'enregistrement tournait toujours. 28 minutes de vidéo. Un son cristallin. Une preuve irréfutable. Il fit défiler ses contacts et passa son premier appel. « Division des droits civils du FBI. Ici le secrétaire Jonathan. Je dois déclencher une enquête fédérale d'urgence. J'ai détiens des preuves de violation systématique des droits civils dans un établissement subventionné par le gouvernement fédéral. J'ai besoin d'une équipe à la Pemberton Academy dans les 30 minutes. Monsieur, pouvez-vous confirmer votre identité ?» Jonathan énuméra son numéro d'identification fédérale. « Authentifié, monsieur, le secrétaire. Équipe en route. Quelle est la nature des violations ? Ségrégation raciale, discrimination systématique sur mineurs et agression d'un agent fédéral. » Vous avez bien dit agression d'un agent fédéral, monsieur ? Oui, ils m'ont agressé physiquement et expulsé de force. Tout est enregistré. Je veux que des poursuites fédérales soient engagées dans l'heure. Bien reçu, monsieur. Jonathan passa son 2e appel au ministère de la Justice, son 3e au secrétaire adjoint à l'Éducation, son 4e au conseiller juridique de la Maison-Blanche, son 5e aux médias. Puis il démarra, fit un pâté de maison, se gara à un endroit d'où il pouvait voir l'entrée de l'école et attendit. Patricia Whitmore revint dans la cafétéria, triomphante. Elle frappa dans ses mains. « Attention tout le monde !» Les élèves levèrent les yeux. « Je veux que vous soyez tous témoins de ce qui arrive quand on défie l'autorité. » Elle désigna le coin de Maya. « Le père de cette jeune fille a été banni de l'établissement et son inscription est en cours de révision. Que cela vous serve de leçon, Pemberton a des standards. » Des applaudissements épars vinrent des tables centrales. Brittany poussa un cri de joie. « Adieu la boursière !» Maya resta figée, les larmes coulant en silence, désormais brisées. Patricia se pencha vers elle. « Ton père aurait dû mieux t'élever. » Le principal Anderson entra et rejoignit Patricia. Il parlait à voix basse, souriant, la crise évitée. Anderson sortit son téléphone. « Je rédige la lettre d'exclusion. Nous invoquerons une faute parentale et une menace pour la sécurité du campus. » « Assurez-vous que ce soit béton, » dit Patricia. « Je veux qu'elle parte d'ici lundi. » « C'est fait. » Ils se tapèrent dans la main, célébrant la destruction de l'avenir d'un enfant. Dehors, un bruit s'éleva, lointain d'abord, puis de plus en plus fort, un vrombissement rythmé. Les étudiants se précipitèrent aux fenêtres. Un hélicoptère noir, sans un signe, descendait vers le terrain de sport. Puis un autre bruit, des sirènes. Le parking se remplit de véhicules sombres, gyrophares allumés. Patricia fronça les sourcils. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les portières s'ouvrirent. Des dizaines d'hommes et de femmes en costume sombre en sortirent, avec des lettres blanches dans le dos. FBI, DOJ. Anderson pâlit. D'autres véhicules arrivèrent, des camionnettes de chaîne d'information. Les portes de la cafétéria s'ouvrirent brusquement. 15 agents fédéraux en gilet tactique entrèrent. Un agent brandit ses accréditations. FBI, restez calme, ceci est une enquête fédérale officielle. Patricia resta bouche bée. Une enquête sur quoi ? Nous avons besoin que le principal Anderson et Patricia Whitmore nous accompagnent. Monsieur Anderson, s'avança-t-il. Je suis le principal Anderson, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, monsieur. Veuillez nous suivre à votre bureau, maintenant. Les agents n'étaient pas là pour demander. Patricia et Anderson s'échangèrent un regard perplexe. Ils se dirigèrent vers le bureau principal, flanqués d'agents comme des suspects. La porte du bureau s'ouvrit. D'autres agents étaient déjà là. Et assis dans le fauteuil d'Anderson, calme, se trouvait Jonathan. Patricia écarquilla les yeux. « Vous, comment ?»« Asseyez-vous, Madame Whitmore. »« Je ne le ferai pas. Sécurité. » Un agent s'avança. « Madame, asseyez-vous. » Le ton ne laissait place à aucune contestation. Patricia s'assit. Anderson s'effondra sur l'autre chaise. «
Jonathan se leva et posa un étui cuiré dans le bureau. Il l'ouvrit. Le sceau fédéral brillait. Département de l'éducation des États-Unis. Bureau du secrétaire, Jonathan. Le visage de Patricia devint livide. « Secrétaire? Vous êtes le secrétaire à l'éducation ?»« Oui, la personne qui contrôle chaque dollar fédéral qui entre dans cette institution. » Anderson laissa échapper un son étranglé. Il s'affaissa vers l'avant. Un agent le rattrapa. « Apportez-lui de l'eau, » dit l'agent principal. Patricia fixait l'insigne, sans voix. Jonathan connecta son téléphone à l'ordinateur. Le grand écran mural s'alluma. La vidéo se lança, d'une netteté parfaite. La voix de Patricia remplit le bureau. « Les gens comme vous entrent ici grâce à des quotas. Chaque mot, chaque geste, 28 minutes d'enregistrement. » Patricia secoua la tête. « Ce n'est pas... c'est hors contexte. » Hors contexte? La voix de Jonathan était étrangement calme. « Quelle partie? Celle où vous avez frappé ma fille? Ou celle où vous avez menacé de détruire son avenir ?» Anderson revint à lui et vit sur l'écran immobile, ordonnant l'expulsion de Jonathan. « Mon Dieu, je vais vous dire ce qui se passe. À l'heure actuelle, vos fonds fédéraux sont gelés. Des millions de dollars, perdus. Attendez, vous ne pouvez pas. Si, je peux. Et je l'ai fait, il y a 30 minutes, dit-il en se tournant vers l'agent du FBI. Agent Morrison, veuillez leur lire leurs droits. Attendez, cria Patricia en se levant. Un agent la repoussa sur sa chaise. S'il vous plaît, je ne savais pas qui vous étiez. Si j'avais su, si vous aviez su, vous auriez traité ma fille comme un être humain? Vous ne lui auriez accordé de la dignité que parce que son père a du pouvoir? C'est précisément là qu'est le problème, Madame Whitmore, dit Jonathan. L'agent Morrison s'avança. Patricia Whitmore, David Anderson, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi fédérale sur les droits civiques. Le visage de Patricia se décomposa. Des larmes de terreur pure commencèrent à couler. Je vous en prie, j'ai des petits-enfants ici, je vais tout perdre. Jonathan repensa au visage de Maya. Vous auriez dû y penser avant de vous en prendre à des enfants. L'agent Morrison sortit les menottes. Le métal cliqueta. Non, non, pas devant tout le monde. Mais les agents les conduisirent dehors, à travers le couloir, sous les yeux des élèves et des professeurs. Ils passèrent devant la cafétéria où Maya était assise, toujours figée. Puis devant la porte d'entrée, où les caméras attendaient. Sous le regard du monde entier, Patricia Whitmore fut emmenée, en larmes. La voiture du FBI s'éloigna. Les caméras avaient tout capturé. Les élèves, le nez collé aux vitres, filmaient avec leur téléphone. La vidéo deviendrait virale en moins d'1 heure. Jonathan se tenait sur le perron. La secrétaire adjointe Carter arriva. « Monsieur le secrétaire, le bâtiment est sécurisé. » À l'intérieur de la cafétéria, le chaos régnait. Les enseignants ne parvenaient plus à contrôler les élèves. Maya était toujours figée dans son coin. Une jeune enseignante latino-américaine s'agenouilla à ses côtés. « Mademoiselle Rodriguez, chérie, cet homme est vraiment ton père? Le ministre de l'Éducation ?» Maya hocha la tête, incapable de parler. « Mon Dieu, j'aurais dû faire quelque chose. Je suis tellement désolée. » Les autres élèves s'écartaient de la table de Maya. La fille qu'ils avaient raillée détenait désormais un pouvoir immense. Brittany Whitmore envoyait frénétiquement des SMS à sa grand-mère. Aucune réponse. Ses mains tremblaient. « Ta grand-mère s'est fait arrêter », chuchotaient ses amis. « On est foutu, supprime tes vidéos. » Trop tard. Le FBI avait déjà saisi les serveurs de l'école. Chaque preuve était conservée. Le système de sonorisation crépitia. Tous les élèves et le personnel, rendez-vous immédiatement au gymnase. Rassemblement obligatoire. Le gymnase se remplit. Des agents fédéraux étaient postés le long des murs. Jonathan entra, suivi de la secrétaire adjointe Carter et de 3 agents du FBI. Un silence de mort s'installa. Jonathan se dirigea vers le centre. Sa voix portait. « Je m'appelle Jonathan, secrétaire de l'Éducation des États-Unis et père de Maya. » Des murmures parcoururent la foule. « Ce matin, j'ai été moitin de crimes fédéraux. » Il projeta la vidéo sur l'écran géant. La voix de Patricia résonna. La gifle, la cruauté. 28 minutes. Les élèves se regardèrent, puis leur professeur. Le système qu'ils avaient accepté comme normal. Certains pleuraient, d'autres détournaient le regard. La vidéo s'acheva. Patricia Whitmore et David Anderson sont en détention fédérale. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison, annonça Jonathan. Tous les membres du personnel témoins de ces agissements seront interrogés par le FBI. Tous les élèves impliqués feront l'objet de mesures disciplinaires. Le regard de Jonathan balaya la foule. Cette école a reçu 12 millions de dollars de fonds fédéraux, d'argent conditionné au respect de la loi. Il marqua une pause. Vous avez enfreint toutes les règles. Vos fonds sont gelés. Votre accréditation sera retirée. Cette école pourrait fermer définitivement.
Des sanglots éclatèrent parmi les enseignants. Mais avant tout, aujourd'hui, dit Jonathan en désignant les élèves de couleur, chaque élève victime de ségrégation recevra des excuses publiques. 14 étudiants s'avancèrent lentement. Maya marchait avec eux, partageant la même douleur. Jonathan s'adressa à la foule. « Regardez-les, vous les avez brisés, jour après jour. » Il s'agenouilla devant Maya. « Ma chérie, je suis désolé. Désolé de ne pas avoir su. » Maya s'effondra dans ses bras, des mois de souffrance et de silence explosant enfin. « C'est fini. Plus personne ne te fera de mal. » Une vague d'émotion secoua le gymnase. Jonathan se releva. « À compter d'aujourd'hui, tout change. Une nouvelle administration prendra ses fonctions demain. Des observateurs fédéraux seront présents quotidiennement. » Il regarda le personnel. « Vous qui êtes restés silencieux, vous avez une chance. Coopérez pleinement, ou vous serez accusés de complicité. » Il se tourna vers les étudiants. « Ceux qui ont participé au harcèlement suivront des thérapies obligatoires et effectueront des travaux d'intérêt général. Vos dossiers de candidature à l'université mentionneront cet incident. » Enfin, il regarda les 14 élèves près de Maya. « Ces jeunes recevront des bourses complètes et un soutien psychologique, tout ce que cette école aurait dû leur offrir depuis le début. » Il fit mine de partir, puis s'arrêta. « Une dernière chose, la ségrégation dans la cafétéria prend fin aujourd'hui. Quiconque tentera de la rétablir répondra de ses actes devant le FBI. » Jonathan prit la main de Maya et la conduisit hors du gymnase, vers la justice. L'enquête du FBI fut explosive. Les témoignages affluèrent. Maria Carter était submergée de dossiers au siège du FBI. Les abus remontaient à plus d'une décennie, des années de traumatisme. La procureure principale, Sandra Williams, n'avait jamais vu de preuves aussi accablantes. Patricia Whitmore avait documenté ses propres crimes dans un registre. Elle y écrivait « Il faut constamment leur rappeler leur place ». Des courriels internes révélèrent la complicité d'Anderson. Un audit financier mit au jour une fraude massive de plusieurs millions de dollars. De nouvelles accusations furent portées. La caution fut fixée à 5 millions de dollars chacun. Ils ne pouvaient pas payer. Le premier avocat de Patricia abandonna, le second également. Le procès commença 6 mois plus tard, sous l'œil des médias nationaux. Le premier témoin fut Maya, âgée de 13 ans maintenant. Elle raconta tout, depuis le premier jour. « Je n'en ai rien dit à mon père parce que je pensais que c'était de ma faute. Le pire, ce n'était pas les mots, mais de voir les professeurs ne rien faire, de voir les parents approuver. » Son témoignage dura 3 heures. Le jury pleurait. D'autres élèves témoignèrent, racontant des histoires similaires d'humiliation et de traumatisme. Une ancienne enseignante confirma avoir démissionné face à ce système. Jonathan témoigna en tant qu'expert sur les conséquences psychologiques de la ségrégation. « Ma fille m'a dit qu'elle souhaitait disparaître. Voilà ce que Pemberton lui a fait. » La défense n'appela aucun témoin. Le jury délibéra pendant 4 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence fut prononcée 3 semaines plus tard. Le juge Martinez, une femme noire issue d'un milieu modeste, s'adressa à Patricia Whitmore. « Vous avez pour cible des enfants vulnérables, 5 ans de prison fédérale, aucune libération anticipée. » Patricia s'effondra. Anderson fut condamné à 3 ans de prison. D'autres administrateurs furent mis à probation. L'école versa des millions en dommages et intérêts. La transformation commença. Pemberton embaucha une nouvelle directrice, le docteur Jennifer Washington. La cafétéria fut rénovée et rebaptisée Espace Maya et Justice. 8 mois plus tard, le Congrès adopta la loi de Maya, exigeant la transparence des établissements privés sur leurs données de diversité et de discipline. Les infractions entraînaient désormais des enquêtes fédérales. En 2 ans, 12 établissements perdirent leur accréditation. Une ligne d'assistance nationale fut créée. La première année, 3000 signalements furent enregistrés. Netflix produisit un documentaire primé, Justice à la cantine. Les images de l'arrestation de Patricia tournèrent en boucle, devenant un avertissement pour tous. Maya, désormais âgée de 14 ans, y déclarait « Mon père avait le pouvoir de se défendre. La plupart des familles ne l'ont pas. C'est pourquoi la loi de Maya est si importante. » Le documentaire se concluait par un appel à l'action. Le nom de Patricia Whitmore devint un symbole de honte. 3 ans plus tard, Maya se tenait à la tribune de l'auditorium de Pemberton. Âgée de 15 ans, major de sa promotion, admise à Harvard, « Il y a 3 ans, je voulais disparaître, dit-elle d'une voix forte. Mon père est venu m'apporter mon déjeuner, une simple surprise.
Au lieu de cela, il a découvert mon enfer. Il aurait pu me retirer de l'école, mais il a choisi la justice, pas seulement pour moi, mais pour chaque enfant qui souffre en silence. Le public l'acclama. Patricia Whitmore est en prison. Le système qui la protégeait est démantelé. La loi de Maya transforme les écoles à travers le pays. Mais le travail n'est pas terminé. 3000 enfants ont signalé des discriminations la première année. 3000 familles qui avaient besoin d'une loi fédérale pour protéger leurs enfants. La discrimination prospère dans le silence. Elle meurt quand on parle. Maya recula. Jonathan la rejoignit sur scène. Il prit le micro. J'étais venu apporter un sandwich à ma fille. Je suis reparti avec des preuves qui ont changé des lois. Mais j'ai également échoué. Pendant des mois, Maya a souffert avant que je ne voie quoi que ce soit. Cet échec me pente. Il regarda les parents dans l'assistance. Connaissez-vous vraiment le quotidien de votre enfant? Allez dans leur école sans prévenir. Déjeunez avec eux. Ne vous fiez pas aux promesses, fiez-vous à ce que vous voyez. Il brandit son téléphone. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Documenter, enregistrer, signaler. Maya reprit la parole. Pemberton a changé. La cafétéria qui m'a brisé porte maintenant mon nom. J'adore cette école maintenant. Voilà à quoi ressemble un véritable changement. L'auditoire se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Jonathan et Maya quittèrent la scène ensemble. Dehors, les journalistes attendaient. Jonathan fit une dernière déclaration. « Il y a 3 ans, j'ai été témoin d'une injustice qui m'a laissé sans voix. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Aucun d'entre nous ne devrait l'être. Face à une injustice, agissez. Devenez l'adulte dont les enfants ont besoin. » Il serra la main de Maya. « Ma fille me l'a appris. Elle a transformé sa douleur en force. Chaque enfant mérite cette chance. » Les caméras immortalisèrent l'instant. L'histoire ne s'éteindrait pas. Jonathan et Maya s'éloignèrent de Pemberton. « Papa, demanda Maya, crois-tu qu'on a vraiment changé les choses? » « Oui, mais pas assez, pas encore. » « Alors on continue? » « On continue. » La voiture disparut vers d'autres combats. Car un simple déjeuner avait tout changé. Un père qui avait refusé de se taire, une fille qui avait refusé de rester invisible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez cette histoire. Abonnez-vous à Frisson Nocturne pour d'autres récits où la justice triomphe. Rejoignez le combat. Soyez le témoin qui ne détourne pas le regard. Où sont les Patricia Whitmore dans votre communauté? Face à une injustice faite à un enfant, que ferez-vous? Serez-vous celui ou celle qui changera les choses? Votre réponse compte, votre courage compte, car quelque part, en ce moment même, un enfant est assis dans un coin, seul, persuadé qu'il le mérite. Qu'allez-vous faire à ce sujet?